aux États-Unis. Le 6 juillet 1913 sort sur les écrans américains le court-métrage Suspense produit par la Rex Motion Picture Company et réalisé par Lois Weber et Philip Smalley. Il relate l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve seule avec son bébé dans sa maison isolée, après que sa femme de chambre soit partie sans en lui faire part. Un vagabond voit la femme seule dans la maison et tente d'entrer. La femme, entendant du bruit, essaye d'appeler son mari, mais la conversation est interrompue, le vagabond ayant coupé la ligne téléphonique. Weber et Smalley s'amusent avec les caches posées sur l'objectif de leur caméra, pour nous faire regarder à travers le trou d'une serrure, ou bien pour nous faire assister à 3 scènes différentes réunies sur une seule image. Nous sommes en train d'assister à la naissance du split screen, de l'écran divisé. Ils s'amusent encore avec les perspectives pour nous offrir le premier plan en plongée de l'histoire du cinéma, ou une poursuite de voitures filmée à travers le rétroviseur de la première. Ce film, composé de 46 plans, a été sélectionné en 2020 pour être conservé au registre national du film des États-Unis par la Bibliothèque du Congrès comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif. Une copie du film est aujourd'hui conservée aux archives cinématographiques du British Film Institute. En Allemagne. À la fin des années 1900, le cinéma ne fait pas vraiment bonne presse en Allemagne. Les syndicats de théâtre craignent la concurrence pour des raisons économiques, tandis que les institutions veillant sur l'éducation et la morale accusaient le cinéma de ne véhiculer que des films de bas étage, ayant une influence déplorable sur les couches sociales les plus basses. En réaction à ces critiques, les producteurs de films allemands prirent sous contrat dès 1912 des écrivains et des dramaturges célèbres afin d'adapter leurs œuvres en ayant recours aux plus grands comédiens de l'époque, ceci en vue d'améliorer considérablement la qualité des films et ainsi donner une meilleure réputation au cinéma. Parmi ces auteurs, Hans-Heinz Evers. Traducteur et éditeur, il raffole de littérature fantastique et se définit lui-même comme étant un poète s'inscrivant dans la lignée d'Edgar Allan Poe. Personne n'était mieux placé que lui pour écrire le scénario de L'étudiant de Prague. L'étudiant de Prague raconte l'histoire de Baldwin, pauvre étudiant contraint de vendre son reflet dans un miroir à Scapinelli, personnage diabolique. Le motif du double, récurrent dans la littérature fantastique de l'époque, se prête à merveille au format cinématographique. En effet, il est impossible de donner la réplique à son double sur une scène de théâtre. De plus, les nombreux plans en extérieur participent grandement à la démarcation entre théâtre et cinéma. Dans un paysage cinématographique où la perspective fixe domine, les mouvements panoramiques de la caméra font figure de nouveauté pour les spectateurs allemands. L'étudiant de Prague est considéré aujourd'hui comme le film allemand le plus important des années précédant la Première Guerre mondiale et est celui qui a clairement ouvert la voie au cinéma d'épouvante germanique. En France. Depuis 1911, Pathé est le distributeur exclusif de la Star Film, société de production de Georges Méliès, et a progressivement pris le contrôle éditorial sur la longueur et la structure de ses films. C'est dans ce contexte que Georges Méliès réalise ce qui sera son dernier film, Le voyage de la famille Bourrichon, produit sous le contrôle total de Pathé. En mai de cette même année 1913, il perd sa femme, Eugénie Génin, et reste seul avec ses 2 enfants. Il cesse toute activité cinématographique et est accablé d'une dette financière envers Pathé qui lui a avancé l'argent pour la production de ses films sans oublier de prendre en garantie le studio de Montreuil ainsi que tout son mobilier. Aucun de ses derniers films ne s'étant bien vendu, il se retrouve dans une situation financière complexe lorsque la guerre de 1914 éclate. À partir de 1915, Méliès monte, avec l'aide de sa famille, de nombreux spectacles dans l'un de ses 2 studios cinématographiques transformés pour l'occasion en théâtre. En 1923, il revend à Pathé sa propriété transformée en cabaret d'opérette et quitte Montreuil pour rembourser ses dettes. Toutes les caisses contenant les films furent vendues à des marchands forains et disparurent. Méliès lui-même, dans un moment de colère, brûla son stock de Montreuil. Ceux qui restent sont en majorité détruits, soit fondus pour en extraire l'argent, soit vendus au poids et transformés en celluloïd pour les talonnettes de chaussures destinées aux poilus. Ironie de l'histoire, ce sont les copies piratées ou confisquées de ces films retrouvés plus tard qui ont permis de sauver la plus grande partie de son œuvre. En 1905, Alice Guy, secrétaire de Léon Gaumont et accessoirement la première femme réalisatrice de cinéma au monde, tourne une véritable superproduction comptant pas moins de 300 figurants, La vie du Christ. La même année, elle embauche celui qui fera la fortune de la Gaumont, Louis Feuillade, qui tournera plus de 700 films durant sa courte carrière, entre 1906 et 1925. Dès 1907, ce réalisateur originaire de Lunel dans l'Hérault devient le directeur artistique de la maison Gaumont. En 1910, il réalise le court-métrage Bébé Apache, mettant en scène un enfant âgé de 4 ans, Clément Marie, connu plus tard sous le nom de scène de René Dary. Le succès est tel que plus de 80 films seront tournés avec le personnage de bébé jusqu'en 1913.
Louis Feuillade vient d'inventer le feuilleton cinématographique. En 1912, dans le film Bébé adopte un petit frère, Louis Feuillade introduit un nouveau personnage, Boudzan, qui aura droit lui aussi à sa propre série de plus de 60 films jusqu'en 1916. Grâce au succès de ces films, Gaumont devient un challenger de poids dans la concurrence qui se joue avec les productions d'outre-Atlantique et son concurrent français, Pathé. En 1913, Louis Feuillade adapte sur grand écran le roman fleuve de Marcel Alain et Pierre Souvestre publié dès 1911, Fantomas. Côté casting, Fantomas est interprété par René Navarre. Georges Melchior est le journaliste Fandor et Edmond Bréon, l'inspecteur Juve. La série comprend 5 épisodes d'1 heure environ, dont les 3 premiers sortent à la fin de l'année 1913. Fantomas à l'ombre de la guillotine, Juve contre Fantomas et le mort qui tue. Pour l'anecdote, l'affiche du film a été la première à avoir subi une censure. La version initiale de l'affiche représentait Fantomas écrasant du pied le palais de justice en tenant dans sa main droite un poignard. D'où la position étrange du personnage sur l'affiche finale. Les 2 derniers épisodes, Fantomas contre Fantomas et le faux magistrat, sortiront quant à eux début 1914. Si chaque film a sa propre atmosphère, comique ou sombre, allant du burlesque au mélodramatique, Feuillade insuffle tout au long de la série une dimension fantastique. Par sa mise en scène, il suggère subtilement qu'à tout instant le fantastique peut faire irruption dans la vie quotidienne, où la frontière entre le rêve et la réalité devient perméable et où l'irrationnel prend la place de la raison. Dès la sortie du premier film, la série connaît un véritable engouement populaire. Le succès est tel qu'un groupe d'avant-garde rassemblé autour du poète Guillaume Apollinaire fonde la Société des Amis de Fantomas. Des artistes comme Jean Cocteau ou René Magritte reconnaissent le vénérer. Le réalisateur Alain Resnais dira de Louis Feuillade que de tous les cinéastes qui ont porté Fantomas à l'écran, il est le seul qui en ait compris et respecté l'esprit. Et que s'il avait connu une totale liberté du point de vue financier, il aurait fait quelque chose d'encore plus proche du chef-d'œuvre de Souvestre et Alain. Quoi qu'il en soit, Louis Feuillade aura su créer en 5 films le prototype du maître du crime et a défini les standards d'un nouveau genre cinématographique, le film policier.